Voilà, donc l'émission, les gens, l'imaginaire capitaliste est devenu ringard, il se fissure de partout. Bon, on en a déjà discuté, ça c'est très probablement 100% une citation de Damasio. Je baisse un petit peu la musique. Hop là, moi je la coupe en fait. Je reçois aujourd'hui le plus politique des auteurs de science-fiction. Ah d'accord, est-ce qu'Alain Damasio est l'auteur le plus politique de la science-fiction? Vous avez 4 secondes, parce que faut pas déconner non plus, non, évidemment que non. Il est politique, il est éminemment politique, d'ailleurs il est interviewé par Blast, non pas pour la sortie d'un de ses livres, mais bien pour donner son opinion politique, ce qui n'est pas forcément fréquent chez les auteurs, hein. C'est pas une prise de position à travers leurs œuvres, mais ici, directement, frontalement, leur opinion politique. Faut pas déconner, quoi. On avait, en France, on avait Averdal, bon, je crois qu'il est malheureusement décédé il y a quelques années, mais il y avait Averdal, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'était l'homme en colère de la science-fiction française qui avait initié le collectif de défense des droits d'auteur, le droit du cerf. Il avait eu un engagement contre Adopi en 2009, il s'était opposé sur la législation sur les œuvres indisponibles du XXe siècle, je crois. Donc on a quand même toute une culture en France d'auteurs très engagés, et notamment dans les romans d'anticipation, dans les romans de science-fiction. Célèbre pour la puissance de son imaginaire et ses critiques incisives de la société. Un auteur qui a choisi de raconter des luttes enviables plutôt que de décrire un monde enviable. C'est vrai qu'on retrouve chez Damasio le fait de mettre en valeur des luttes désirables plutôt que des avenirs désirables. On a aussi besoin de travailler l'enviabilité, la désirabilité des luttes elles-mêmes. Il faut qu'on ait envie de se connecter à travers la lutte. Et ça, c'est un des propos qui traverse pas mal l'œuvre de Damasio. C'est comment sortir les gens de la torpeur et du confort capitaliste pour les emmener vers une lutte désirable, qui peut derrière les emmener vers un avenir désirable. Les gens, vous me forcez à défendre Damasio. C'est très complexe, la bataille des imaginaires, parce qu'on a l'impression qu'il suffit de poser des livres, des films... Attendez, Typoète, qu'est-ce que c'est que ça? Typoète, c'est quoi? C'est de la poésie, mais... Typoète, la poésie graphique, expression souvent employée en lieu et place de poésie visuelle, peut être considérée comme le premier stade de cette dernière. Ouais. Bon, les gens, il est typoète. Alors, typoète, d'accord. Alain Damasio, écrivain de science-fiction et de fantasy, typoète. Bah écoutez. Qu'est-ce que c'est que ça? Un poète, c'est fini? On peut plus dire poète? Qu'est-ce qui se passe? C'est Damasio qui a dit appelez-moi typoète. Parce que oui, il y a un truc qu'on n'a pas dit avec Damasio, c'est qu'il adore inventer des mots. Parce que vous comprenez, il faut inventer des mots pour que ça colle à des sentis qu'on n'a pas forcément à disposition. Donc vous allez probablement entendre dans la vidéo des trucs de techno-cocon, de typoète. ChatGPT, il va me dire non mais là il y a trop de monde aujourd'hui. Ah, le terme typoète n'a pas de définition précise dans la langue française courante. Ah. On rappelle, c'est déjà ChatGPT qui écrit les romans de Musso et de Lévy, et il est déjà pas au courant de ce qu'on met dans Typoète. Nous, on a la capacité sur 500 pages, sur 800 pages, sur 900 pages, de faire rentrer le lecteur dans le véhicule émotionnel que constitue le personnage et de lui faire éprouver tout ce que le personnage va éprouver. Donc on a un vecteur affectif de modification, de métamorphose du lecteur. Je ne sais pas si c'est l'angle le plus efficace pour présenter justement précisément l'efficacité de son propre médium. La ressource du personnage, elle est très utilisée par les politiques, parce que les politiques, ils ont aussi en eux cette part de l'écrivain et du typoète, quoi. Je dis ça, je dis en pensant, parce que je me demande si c'est pas juste quelque chose de performatif et de désiré par Damasio. C'est-à-dire, voilà, je crois qu'il a très envie de croire ça aussi. C'est l'avantage du roman, c'est qu'on a l'alliage incandescent de ces trois facultés de mobiliser de l'affectif, du perceptif et du conceptuel en même temps. Alliage incandescent? Comment ça, Alain? Vous pouvez revenir sur incandescent? On a une continuation de cet imaginaire-là qui a fusionné en science-fiction avec le cyberpunk, c'est-à-dire l'idée que la technologie était un vecteur d'émancipation pour l'espèce humaine et qu'en couplant l'espèce humaine avec l'outil technologique, à la fois à l'intérieur par des technogreffes, mais même à l'extérieur aujourd'hui avec le smartphone ou d'autres outils extrêmement quotidiens et proches. C'est une lecture tout à fait particulière du genre cyberpunk.
Le cyberpunk, c'est pas à chaque fois la technologie comme source d'émancipation pour l'homme. C'est d'ailleurs plutôt une menace dans la description des œuvres majeures du cyberpunk. C'est les dangers d'utilisation de la technologie, les conséquences négatives qu'elle peut entraîner pour l'humanité. C'est la nécessité de s'armer technologiquement pour les classes populaires. Mais ces classes populaires dans les œuvres de cyberpunk nous montrent toujours un usage excessif. Vous savez, si vous avez joué récemment au jeu Cyberpunk 2077, ça parle de perte d'identité, ça parle de perte de liberté, ça parle de dangers liés à la sécurité et à la santé. Très vision un peu bizarre du cyberpunk, plus pour servir son propos à mon avis que sur la description réelle du genre tel qu'il a pu être dans les années 80-90 jusqu'à Matrix quoi. Et après il est mort. Pas quel. Ouais, c'est ce qu'on appelle le solutionnisme. Ouais, voilà, de réaction nucléaire, etc. Donc ça reste, ça continue. Bon, le solutionnisme technologique, c'est fascinant. Il y a un peu tout dans le nom, mais c'est l'idée que chaque problème peut être résolu par la technologie, ça implique l'utilisation de nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique. Et on peut beaucoup l'entendre récemment avec l'avènement des chatbox d'intelligence artificielle, avec celles qui peuvent produire des images, de la musique, etc. L'idée, c'est que la technologie va résoudre les problèmes sociaux les plus complexes. Et évidemment, c'est une réduction extrêmement simpliste du monde technologique qui ne prend pas en compte les facteurs sociaux, les facteurs politiques, etc. Et qui ne s'intéresse pas non plus aux effets, aux conséquences négatives que peuvent avoir certaines technologies, en se posant notamment très en retard les questions éthiques. Et qui généralise et qui épaissit ce technococon dans lequel on est. Donc ça reste... Ah, le technococon! Nous sommes tous des chenilles, les gens. Bon, ça fait partie pas mal de sa rhétorique habituelle, c'est-à-dire le fait de centrer sa critique autour du monde du smartphone, des applications, de la dépendance qu'on peut avoir à ce type d'appareil et de ce qu'elle nous demande en termes de rétention, de ce que ces appareils nous demandent en termes de rétention. C'est un petit peu une marotte quand même chez Damasio. C'est pour ça que dans son imaginaire à lui, ce qui est très paradoxal, c'est qu'il le définit comme l'imaginaire avec un L majuscule, mais dans son imaginaire à lui, la Silicon Valley et les GAFAM sont au cœur de la création des imaginaires capitalistes aujourd'hui, de l'imaginaire capitaliste aujourd'hui. Imaginaire fort, et avec cette idée que ça va outiller encore mieux nos paresses, ça va outiller encore mieux la distanciation sociale et la communication à distance, ça va intensifier des liens, mais qui sont pour moi des ersatz de liens. Voilà. Et l'autre côté, tu as l'imaginaire que j'appellerais celui du vivant, du renouement avec le vivant, où là, c'est l'idée qu'on a été évidemment infiniment trop loin dans la coupure avec la nature. Damasio, il est en train de mettre en parallèle deux imaginaires, pour lui, deux imaginaires qui s'affrontent selon lui, donc l'imaginaire techno-capitaliste avec toujours plus de technologie, toujours plus d'exploitation des ressources et des corps, et de l'autre un imaginaire en harmonie avec le vivant qui serait fondé sur la question du lien, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure. Voilà, ça c'est une vision évidemment ultra réductrice de tous les imaginaires qui traversent les sociétés du monde, mais on a tout un tas d'autres imaginaires qui traversent le monde. Vous avez des imaginaires de solidarité, des imaginaires d'inclusion, des imaginaires de libération, des imaginaires de... Vous pouvez avoir des imaginaires d'autonomie, pourquoi pas l'imaginaire du progrès, qui est encore un peu différent, l'imaginaire du développement durable, qui est encore un imaginaire différent, des imaginaires de justice sociale, des imaginaires de pure technologie, de transhumanisme, qui sont encore des imaginaires différents. C'est un peu bizarre parce qu'il essaye de faire passer les imaginaires dont il parle pour les imaginaires qui sont en réalité en lutte, alors qu'en fait, ce sont les imaginaires que lui met en lutte parce que ça lui permet de servir son récit. Et ça, je le critique pas du tout parce que son récit, il a une vraie puissance politique. Il a potentiellement une puissance mobilisatrice. Et là, il est en train de tisser une histoire. Et c'est son métier. Et il le fait plutôt bien. Que la technologie, à elle seule, va nous sauver et qu'on va pouvoir continuer à prendre l'avion parce qu'il sera vert ou à manger de la viande parce qu'elle sera de synthèse, par exemple. Donc, c'est les Elon Musk, les Jeff Bezos, etc. Est-ce que... Je ne sais pas si j'aurais pris vraiment ces exemples-là, sachant qu'on a ici deux malades de la finance qui ont pour objectif d'investir très, très massivement dans le fait de se casser spatialement. Je pense sur Nietzsche quand il disait Dieu est mort... et c'est nous qui l'avons tué, mais que la nouvelle de la mort de Dieu va mettre énormément de temps à atteindre les gens, à être compris par les gens. Là, je pense toujours à Nietzsche, les gens. Moi aussi. Quand je me rase le matin, je pense à Nietzsche. Dieu est mort et tout ça. L'exhaustion absolue de toutes les ressources naturelles au profit de l'humain est quelque chose de dépassé, de has-been et de complètement ringard. En réalité, elle est en train d'arriver au niveau de la population globale, générale. Donc, c'est en train de se passer. Voilà. Mais il va falloir du temps, parce que les médias
sont réactionnaires aujourd'hui. Les médias sont détenus, on le sait, par 90% en France, notamment par les milliardaires, et donc par des gens qui véhiculent ce système à la fois libéral et individualiste. Ça dit pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à dire là. Moi, j'aimerais bien avoir plus d'informations, c'est-à-dire, Alain, quand tu nous dis que ça se craquelle, que ça se fissure, t'en témoignes comment? Parce que, est-ce que les gens, vous avez l'impression que cet imaginaire capitaliste se craquelle? Est-ce que vous avez l'impression qu'on n'a jamais été aussi mobilisé contre cet imaginaire que maintenant? Et puis aussi, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un imaginaire dans lequel le capitalisme arriverait très bien à s'accommoder d'une façon ou d'une autre de la limite des ressources physiques et de se développer, par exemple, soyons fous, dans des univers virtuels, par exemple, qui permettraient de produire tout un tas de nouvelles choses, tout un tas de nouvelles ressources virtuelles, et de faire grossir. En fait, le capitalisme va arriver du haut de ses 1m55, les bras levés sur un tabouret, et va nous dire « les gens, j'ai changé ». Et moi, je suis tout à fait confiant dans la capacité du capitalisme à s'offrir une nouvelle virginité, quoi, et à le faire en boucle pour s'adapter à des imaginaires. Il est très fort pour s'adapter à de nouveaux imaginaires, le capitalisme. Le capitalisme premier âge, deuxième âge, troisième âge, c'est pas les mêmes en termes d'imaginaire, quoi. Thunberg, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais Greta Thunberg, pour moi, c'est beaucoup trop rigide, c'est beaucoup trop fermé, etc. Greta Thunberg, à mon avis, qui est à l'origine d'un des imaginaires les plus puissants pour les nouvelles générations, quoi. Je pense qu'il y a des figures comme des nouveaux Gandhi qui vont arriver, des figures plus spirituelles, des figures qui sont dans le lien, des figures qui sont chaleureuses, des figures qui sont bienveillantes, qui vont émerger. Des figures spirituelles, bienveillantes, chaleureuses, des nouveaux Gandhi. Ouais. Comment Elon Musk pète les plombs, même psychologiquement, le machin, c'est un indicateur que ça y est, on est en train de passer à autre chose et qu'il ne faut pas confondre le ressac avec la vague. La vague, elle va dans le bon sens. Le ressac, il est puissant, il est sonore, mais il ne dit pas ce qui va se passer, pour moi. Ouais. Je pense que la Russie post-Union soviétique, à la chute du mur, qui était marquée par une petite période de libéralisation, d'ouverture politique, ils ont dû se dire la même chose jusqu'à l'arrivée de Poutine au pouvoir, où le pays a vu un renforcement de l'autoritarisme, de répression accrue des droits de l'homme, limitation de liberté de la presse, etc. Donc, pas extrêmement convaincu de ça. Je pense que les Turcs peuvent se dire la même chose avec l'arrivée d'Erdogan au pouvoir, qui a remis de nombreuses avancées en matière de droits des femmes, de liberté, de la presse, de séparation des pouvoirs en cause, sans compter la répression des minorités ethniques et religieuses. Et en Hongrie, je pense qu'ils ne sont pas tout à fait convaincus non plus. Ouais, c'est ce que j'aime pas trop chez Damasio, c'est-à-dire, évidemment, il a tout à fait le droit de dire ça pour créer du récit et créer de l'optimisme. Effectivement, je pense qu'on sera plus mobilisé si on entend des choses comme ça, et on peut souhaiter. Je dirais pas que c'est de l'analyse, quoi. Mais justement, ce que dit Ogre Mangeur de Proprio, qui a le meilleur pseudo de la Terre, on le rappelle, moi je trouve ça intéressant. Il dit ça donne envie son analyse, même si ça paraît optimiste. Bah ouais. Ben ça déjà c'est quelque chose de mobilisateur, et je pense qu'il le fait en partie pour ça, hein. Peut-être qu'on n'irait pas penser, ou même le fait qu'aujourd'hui on voit Uber qui développe des taxis volants. Moi je sais que même dans ma jeunesse, dans des BD, les premières choses que je voyais dans les représentations de l'avenir, c'était des voitures volantes. On parle justement beaucoup aujourd'hui de cette nécessité de réinventer nos imaginaires pour... Heureusement qu'on n'attend pas à chaque fois des livres pour pouvoir imaginer de nouvelles choses, quoi. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, tu vois, qui sont faites. C'est-à-dire que tu as tout le solarpunk, tu as tout le rockpunk. Mais c'est pas encore non plus, il n'y a pas forcément des blockbusters. Les gens, je vous montre un truc justement à ce sujet-là. Pour ceux qui me suivent un peu sur Twitter, vous l'avez déjà vu. J'écris des trucs sur Twitter, des threads en rapport avec le Japon, pour ceux qui ne savent pas, sous l'angle un peu politique et pop culture, un peu toujours. Et j'avais écrit, de mon point de vue, le thread le plus intéressant que j'ai pu écrire, peut-être le seul. Un thread qui s'appelle l'activisme des... Attendez, c'est pas là. Oui. Un thread sur l'activisme des fans, ou comment Dragon Ball, Harry Potter, la K-pop et le football réinventent notre rapport à la politique. Justement, je parle un peu de ça, puisque là, Damasio est en train de parler de la constitution d'imaginaire enviable, désirable. En tout cas, c'est la question qui est en jeu. Je ne sais pas encore exactement ce qu'ils vont en dire. Ce que je dis, moi, dans ce thread, et de ce que je m'intéresse, c'est qu'on n'a pas attendu d'avoir des imaginaires désirables pour investir la pop culture et en faire une arme politique. Et je pars d'un exemple de 2011, justement du Chili, en disant 2011, des milliers de Chiliens lèvent les mains vers le ciel. Leur objectif, former un Genkidama pour répondre à l'appel de Son Goku et ainsi lutter contre la privatisation des universités. En 2011, avait traversé tout le pays des tonnes de manifestations
contre la privatisation massive des universités qui étaient en cours dans le pays depuis Pinochet et qui se sont privatisation qui s'est renforcée après la mise en place d'un gouvernement néolibéral juste après Pinochet. Et comme vous pouvez le voir, les Chiliens avaient très massivement utilisé l'imagerie de Dragon Ball, qui n'est pas l'imagerie la plus gauche du monde du manga, pour travailler cette question d'émancipation et la question du lien si cher à Damasio. Et là, on n'a pas eu besoin de furtif, on n'a pas eu besoin de la horde du contrevent, on n'a pas eu besoin d'un imaginaire pensé pour un avenir désirable. Les gens ont travaillé leurs propres influences pop culturelles pour créer du lien. Et il y a tout un tas d'exemples qui remontent assez loin. Je parle évidemment de Star Trek. Le thread est mille fois trop long. L'un des exemples les plus spectaculaires, à mon avis, c'est celui du fandom Harry Potter, qui a été un des plus énervés. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu sceptique, même si je comprends les critiques qu'on peut apporter à Hogwarts Legacy, évidemment tout ce qui est financement contre les communautés LGBT, ça je suis totalement d'accord avec ça, mais je reconnais en même temps la capacité aux fans d'Harry Potter de créer des trucs absolument fous, comme la Harry Potter Alliance, qui a été, à mon avis, un des trucs les plus spectaculaires qui s'est fait dans les fandoms en réaction politique, qui ont créé tout un tas de trucs absolument dingues, des concerts, des podcasts dédiés, qui étaient des discussions politiques, et qui ont, je crois que j'ai quelques images ici, là, qui ont permis de donner des luttes tout à fait concrètes et de mener les gens dans la lutte par le biais des bouquins Harry Potter. On rappelle que la littérature scientifique montre paradoxalement que les fans d'Harry Potter sont plus enclins à être progressistes. L'armée de Dumbledore, Steel Reckoning, l'armée de Dumbledore qui a été très efficace notamment qui a été très efficace, on peut pas dire ça, mais qui a été assez efficace pendant les élections américaines Trump-Clinton, même si ça s'est pas bien terminé pour eux, quoi. Mais ils ont créé, ils sont partis de commun pour créer du commun. Ça c'est fou, ça. Regardez ça, les gens. Incroyable. Ça, c'est la BTS Army, c'est les gens de la K-pop, les fans du groupe BTS. Les fans réservent massivement des billets pour le rassemblement de Trump qui a lieu à Tulsa en 2020. Et ils réservent tous les billets. Et le jour même, évidemment, personne n'y va. Et ça donne ces images absolument incroyables de meeting de Trump avec à peu près personne nulle part. On peut penser à ça, les gens qui utilisaient Avatar dans les questions des droits des Palestiniens pour créer de l'image, précisément pour créer de l'image et pour créer du commun, parce que tout le monde a vu Avatar, parce que c'est le film le plus vu du monde et parce qu'il connecte les gens. Après, je parle un petit peu de la position de Dragon Ball au Chili, mais tout ça pour dire que cette question des imaginaires, elle est déjà travaillée. Et il est tout à fait pertinent que des auteurs comme Damasio continuent de se la poser. Mais les fans et les gens qui sont dans les fandoms ont absolument pas attendu ce genre de questionnement pour déjà travailler la question. Donc, pour moi, c'est pas trop la question de est-ce qu'il y a du solar punk, etc. Je parle notamment des femmes immigrées au début du XXe aux États-Unis qui employaient beaucoup les romans d'aventure pour se créer du commun, de résistance au patronat de l'époque. Résistance qui était d'autant plus complexe qu'étant des femmes et étant des travailleuses immigrées, elles n'étaient pas vraiment soutenues par, c'est un euphémisme, par les syndicats ouvriers de l'époque qui étaient en train de construire un autre récit en parallèle qui était celui du récit des hommes blancs, musclés, ouvriers, qui travaillaient le corps, etc., et qui avaient une véritable culture ouvrière, mais du coup, au passage, qui mettait de côté les femmes, et encore plus, évidemment, les travailleuses immigrées, quoi. Et donc, elles utilisaient massivement je sais plus comment ça s'appelle, ces romans d'aventure de l'époque. C'était les romans de Descent, je crois. Et elle se construisait autour de ces personnages qu'elle voyait dans les romans. Et ces personnages, en plus, étaient très souvent des représentations d'aristocrates ou de bourgeois. Mais elles utilisaient ça, elles subvertissaient ça pour pouvoir créer du commun et puis se mettre en lutte contre le patronat et obtenir de meilleures conditions de travail. Ce qu'il faut mettre en place dans les imaginaires, je trouve, c'est l'imaginaire de combat. C'est ça qui est important. C'est-à-dire de mettre en place des personnages qui sont dans une situation dystopique ou anti-utopique, en tout cas une situation difficile, qui correspondent de près ou de loin à ce qu'on vit aujourd'hui, et de montrer sur l'arc du personnage, tu vois, l'arc vraiment narratif du personnage, une trajectoire ascensionnelle ou une trajectoire d'émancipation, tu vois, c'est mettre en place... Ça, je trouve ça hyper intéressant et hyper pertinent de mon point de vue, parce qu'on a déjà pas mal d'œuvres qui proposent des utopies alternatives à un futur post-apo ou un futur capitaliste ou cyberpunk, etc. On a déjà des œuvres comme ça, mais
je trouve que ce qu'il dit sur la nécessité de mettre en scène et de mettre en page, de mettre en ligne, de mettre en mots le combat, la lutte et de dessiner des trajectoires d'émancipation qui créent du lien en elles-mêmes, ça je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas s'ils sont si nombreux que ça à le faire aujourd'hui aussi consciemment en science-fiction. C'est le terme de Citon que j'adore, moi Yves Citon, ce philosophe qui dit tu pré-scénarises des comportements en réalité. Et c'est ça la puissance des imaginaires, c'est que tu mets en place des scènes, des moments, des événements, etc. dans tes livres qui sont tellement incarnés par ces personnages, tellement intenses en termes de vécu, que ça laisse une mémoire. Ça laisse une mémoire à l'intérieur du... Alors c'est pas tout à fait ce que dit Citon. Hein. Quand Citon il parle du système de représentation de la pop culture, en général il parle pas que de ça, mais de la culture populaire comme système de représentation. Quand Yves Citon, le philosophe, il dit on pré-scénarise des comportements. Faut le voir aussi comme une critique dans la manière dont certains comportements humains sont formatés ou prévus à l'avance par des systèmes de représentation tels que la culture populaire ou les médias. Citon il les voit un peu comme des systèmes qui limitent notre capacité à imaginer des alternatives, à remettre en question les normes et les valeurs préétablies. Et ce que dit Damasio, du coup, ce serait plutôt le contraire. Il faut pré-scénariser des comportements. Et elle fait que quand on va arriver à certains types d'événements relativement proches de ce que tu as mis en place, toi, dans tes livres, les gens vont s'y référer. Les gens vont s'appuyer dessus, tu vois. Donc, c'est moins un imaginaire qu'une mémoire rétroactive que Je botterai un tout petit peu là-dedans parce que, justement, comme dans le thread que je vous ai montré tout à l'heure, là, c'est... Je pense que c'est donner aussi beaucoup trop d'importance à l'auteur et à son intention. Alors moi, je suis assez radical là-dessus, sur l'intention de l'auteur. J'irai pas jusqu'à dire qu'on s'en tape, mais un petit peu quand même. Moi, il n'y a que ce que raconte matériellement l'histoire qui m'intéresse. Et en plus, ça, je le tempère tout de suite par le fait que de toute façon, nos systèmes de représentation, on a tous des systèmes de représentation, et ça dépend de notre vécu, de notre sociologie, de tout un tas de choses, de notre expérience. Et nos systèmes de représentation, ils vont biaiser nos lectures. C'est pour ça que la right américaine, elle peut se permettre de dire que Matrix, le Red Pill, ça va être une arme pour soutenir la droite. C'est pour ça qu'il y a des gens aux États-Unis qui ne voient pas de la critique droitière d'une œuvre comme The Boys, par exemple. Donc nos représentations, elles biaisent nos lectures des œuvres. La vision de l'auteur, c'est une des visions possibles de sa propre œuvre. Ça, c'est mon avis un peu radical sur la question. Et là, j'ai l'impression que Damasio donne un peu trop de poids à l'auteur, mais c'est normal, vu d'où il parle. C'est pas parce que vous mettez un imaginaire utopiste en place que les gens vont s'engouffrer là-dedans et le prendre pour argent comptant. Et on a trop d'exemples qui sont prises à contre-courant de ce que voulait l'auteur, dans un sens différent, dans un sens légèrement différent, dans un sens très différent, dans le sens de l'auteur parfois. J'avais un exemple de ça qui était un petit peu particulier. C'est l'auteur du projet photographique Human of New York qui avait demandé expressément aux gens qu'il suivait, et notamment à ses fans, de ne surtout pas politiser son discours, parce qu'il n'y avait rien de politique, c'était une approche purement esthétique de ces photographies. Vous imaginez, il s'est passé exactement le contraire et les fans se sont massivement saisis des photos pour nourrir leur discours politique et les remplir de tous leurs imaginaires. Et qui va être remobilisé au moment où réellement quelque chose se... Au moment ? Attendez. Et qui va être remobilisé au moment où réellement quelque chose... Ah, ça nous dit quelque chose, Alain ? Et qui va être remobilisé au moment où réellement quelque chose se passe. Ça nous dit quelque chose. Ça nous dit quelque chose. C'est ce qui est généralement faux, parce qu'on le voit sur les inondations, les séismes, les méga-feux. Les gens ont une réaction, Pablo le montre très bien, ils ont des réactions d'entraide spontanées, tu vois, parce qu'on est des mammifères, parce qu'il y a ce truc-là, et qu'en fait, c'est ça la vraie réaction. Mais si tu mets en place des imaginaires survivalistes et d'agressivité, et ben quand ça va devenir, tu vas pousser les gens à acheter des fusils et à auto-générer, c'est des prophéties auto-réalisatrices, à auto-générer une agressivité et des guerrières, etc. Hypothèse ad hoc numéro 458. Si on montre des films post-apo aux gens, ils vont devenir post-apo. Ouais, d'accord, ok. C'est assez compliqué. Il y a probablement une influence sur la représentation. Après, faut pas oublier que le post-apo américain, c'est pas un discours qui est donné par les films post-apo américains, quoi. C'est pas ces films-là qui nous disent, alors en fait, il faut prendre une arme et protéger sa famille. C'est le contraire. C'est parce qu'il y a ça dans la culture américaine qu'on retrouve ça dans le post-apo américain, qui ensuite, par voie de soft power, se diffuse dans le monde et nous donne ces exemples de valeurs, quoi. Mais elles vont rentrer en contradiction avec nos autres systèmes de représentation. C'est pas linéaire, quoi.
de l'exhaustion des ressources, moi je l'attends d'une certaine façon, puisque je pense qu'à partir du moment où on peut plus maintenir le high-tech et qu'on sera obligé de redescendre sur du mid-tech ou du low-tech, c'est-à-dire des technologies vraiment bricolables, empoignables, que tout le monde peut manipuler, réparables, recyclables, etc. Là, accélérationniste, Damasio. On va essayer d'être un peu optimiste là-dessus et d'envisager des luttes un petit peu plus efficaces que d'attendre qu'on retourne par manque de ressources au low-tech. Un peu contradictoire avec sa volonté de rendre les combats désirables et ce genre de choses, quoi. Tu passes 1 heure par jour sur Internet, ça suffit en réalité. Pour faire les choses essentielles, les choses vitales, etc. 1 heure par jour, ça serait parfaitement équilibré. Alors 1 heure par jour sur Internet, les gens. 1 heure par jour sur Internet. TikTok, 45 minutes. 5 minutes de mail. 5 minutes de YouTube, et après on peut faire une petite partie de Rocket League. Le penseur américain, alors apparemment c'est lui qui l'aurait dit, mais c'est une citation attribuable à plusieurs personnes, mais c'est Frederick Jameson. Il aurait dit: il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Elle est relou, cette phrase. Elle est relou. Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que le capitalisme, que la fin du capitalisme. J'ai l'impression de l'entendre 1000 fois par vidéo. Elle est relou parce qu'elle est hyper démobilisatrice, cette phrase. On peut la tourner dans l'autre sens, hein. C'est plus facile d'imaginer la fin du capitalisme. On peut imaginer tout un tas d'autres systèmes. D'ailleurs, il y en a qui le font très bien, hein. On a toute une représentation des villages autonomes, de l'autarcie. Alors, on n'en a peut-être pas envie. Hein, ça peut ne peut-être pas être désirable, mais moi ça me paraît plus facile d'imaginer ça que d'imaginer un monde ravagé où il y a que des cailloux et des Tesla d'Elon Musk, quoi. C'est plus facile quand même d'imaginer une révolution, parce qu'en plus on a ça dans notre imaginaire, et puis encore plus dans notre imaginaire français, des révolutions, ou même pour être tout à fait modéré, des réformes institutionnelles, politiques, pour répondre aux besoins des populations, des communautés. Ça me paraît plus facile à imaginer que la destruction totale de la planète et de l'espèce humaine, quoi, par ChatGPT évidemment. Et est-ce que s'il devait y avoir une sorte de révolution en faveur du vivant, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait ? Damasio, il envisage beaucoup, je préchote un petit peu, il envisage beaucoup la révolution entre guillemets par le bas. C'est les localités, c'est les gens qui vont se regrouper dans des îlots, dans des ZAD apparente. Je sais plus comment il nommait son école des vivants. C'était pas une ZAD, mais c'était un mot qui s'inspirait du mot ZAD. Voilà, donc c'est un peu son imaginaire à lui, hein, d'avoir tout un petit tas d'îlots, d'archipels qui vont finir par se connecter, créer du lien peut-être. C'est-à-dire que quand tu fais, moi je le vois sur l'école des vivants, le lieu qu'on est en train de monter, donc qui s'appelle une zone d'expérimentation. Ah, c'est ça. La ZEST, voilà, inspiré de la Z, voilà. L'école des vivants. L'école des vivants fait partie d'un projet politique plus vaste que nous avons baptisé la ZEST, pour zone d'expérimentation sociale terrestre et enchantée. Oh merde, ok. On l'a tous fait, ce truc-là. Ouais, j'ai un acronyme, alors d'accord, mais il manque juste le dernier mot. Ce sera couvercle. Allez, hop. Ça s'appelle une ZEST, zone d'expérimentation sociale terrestre et enchantée, on appelle ça. Pour l'instant, il faut développer le lieu. Il faut développer le lieu d'accueil, il faut faire les ateliers, il faut développer le maraîchage et l'autonomie alimentaire, il faut développer l'autonomie énergétique. C'est un boulot de dingue, tu vois, déjà sur le... Bon, évidemment, ça, on est d'accord. Hein. J'imagine qu'on est d'accord. Ça, c'est des expériences très chouettes. Voilà, vous avez fait du maraîchage, vous vous occupez de la nature, vous êtes ensemble, vous créez du lien et tout. Et donc, l'imaginaire de Damasio, c'est de créer plein de petites initiatives comme ça, où les gens vont s'organiser autour d'un projet commun. Et de ça va naître, comme le dit Ginarac dans le chat, un zeste d'espoir dans ce monde de brut. Il n'y a rien qui est plus réfractaire au pouvoir que la joie, tu vois. Les pouvoirs ont intérêt à nous attrister, c'est ce que disait Spinoza, parce que plus on est triste, plus on est attristé, plus on va pouvoir se soumettre à des normes qui sont délétères. Donc quand tu reprends la puissance... Ouais, Spinoza, il disait aussi que certes, la joie, c'était une force subversive contre l'oppression, mais que la résistance efficace, elle nécessitait une compréhension rationnelle et critique des forces qui cherchent à opprimer les populations. Hein. C'est de la joie en créant ces zones, et tu commences à faire muter le système. Et moi, je crois à la fractale. Ouais, il y en a encore, ouais. Je crois que la révolution ne se passera pas d'un seul coup à une grande échelle. La fractale révolutionnaire. Ce sont des affects communs qui se créent, etc. Et quand tu as des affects communs politiques, c'est là que ça bascule. Et tout ça, ce mode vibratoire, ce mode de résonance, va faire que la fractale révolutionnaire va se mettre en place. Moi, c'est ça que je crois. Voilà. Ça veut rien dire. Ah, mais c'est... Ah, quel enfer, mais stop. Donc, les trucs vont se mettre à vibrer les uns avec les autres, entrer en résonance. Nous allons communier ensemble, main dans la main, et secouer un petit peu, là, comme ça, là, ici, là, avec un petit bruit. Attendez. Voilà ce qui va se passer. Et ensuite, la fractale révolutionnaire, évidemment, la fractale, les opérations, l'algèbre, Pythagore, Thalès, tout ça, vont rentrer en résonance et créer
une sorte de mouvement révolutionnaire. Je n'en peux plus de cette interview. Tout ça va se mettre en place, mais il y aura une espèce d'affect un peu commun de dire on sort de ce système-là. Et c'est ça que j'appelle la fractale révolutionnaire. Et ça sera beaucoup plus ouvert, à mon avis, que ce qu'on a vu dans l'histoire. J'ai hâte que la fractale révolutionnaire, elle aille taper pacifiquement à la porte de l'Élysée pour dire écoutez, c'est terminé les gens, nous sortons d'ici. Bon, il s'avance beaucoup, hein. C'est entre l'envie, la prophétie autoréalisatrice. Extrêmement diversifié, mais avec une dynamique pour sortir, en tout cas, du régime capitaliste et libéral dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est encore une fois la mise en résonance qui créera le... Donc pour ça, il faut créer des zones de plus en plus et les faire se brûler, les faire se déployer. Et plus il y en aura, plus on a de chances que la fractale se déclenche. Voilà, moi c'est ma conception. Je crois absolument pas au système de représentation, je crois absolument pas que ça passera par les institutions. Je crois que ça sera immanent, je crois que ça montera des peuples, tu vois, mais de façon extrêmement, à des vitesses et à des intensités différentes. Ouais. Alors justement, aujourd'hui, on parle de plus en C'est relou parce que c'est des discours qui potentiellement peuvent être démobilisateurs alors qu'on pourrait viser sur absolument tous les tableaux en même temps, quoi. Juste de l'importance des luttes locales face à l'urgence écologique, des soulèvements de la terre. Il y a une désobéissance civile qui est de plus en plus visible, notamment de la part des scientifiques, ce qui est quand même assez fou. Pour vous, quels sont justement les... Oui, c'est vrai, pour tous les gens qui étaient optimistes tout à l'heure, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il y a une vraie montée de la désobéissance civile. Alors à mon avis, elle est plus liée... matériellement à l'inefficacité progressive des manifestations et des grèves au fil du temps. Il y avait le bouquin de Manuel Servira-Marzal dont j'ai déjà parlé, qui parlait de ça justement, et de l'explosion des manifestations une fois que les manifestations ont été encadrées par la loi, rendues légales, et que maintenant on en fait très régulièrement, de la perte évidemment de leur poids politique, et donc de la préférence pour des mouvements plus violents parfois, mais plus désobéissants, et surtout plus illégaux. Là, on voit un exemple de Extinction Rebellion, donc c'est peut-être pas le plus vénère, mais on peut penser aux faucheurs volontaires, tous ces mouvements-là qui étaient un petit peu plus énervés et qui ont obtenu pas mal de visibilité, qui ont obtenu des débats autour de leurs questions, parfois obtenu gain de cause. Parce que c'est des signes qui sont très forts. Et moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une grande école de commerce, etc. Donc, je vois extrêmement bien. Effectivement. Ça, c'est un signe très fort. Effectivement, on peut dire des choses de ça. C'est clair. Et ça éclaire un petit peu mieux l'interview. Vous avez les managers du futur, etc. Elle fait fuck you, quoi. Et elle commence à bifurquer. Voilà. Ça, c'est un signe très fort. Très, très fort, parce que c'est le cœur des gens qui, normalement, reproduisent le système. C'est le cœur de reproduction du système. C'est normalement, t'es destiné à gagner. C'est ça, les gens. La révolution viendra de tous ces Juan Branco qui vont tous sortir de leur modèle de manager capitaliste pour aller partir travailler des écoles alternatives. Sans jouer l'ironie, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on observe à un niveau suffisamment important pour qu'on puisse faire la généralité énorme qu'il est en train de faire? Est-ce qu'on voit vraiment une désaffection des étudiants d'école de commerce pour les boulots de marketeux, des boulots à responsabilité, etc. Est-ce que ça, c'est un signe fort de notre temps ou est-ce que c'est une représentation Wendigo, il y a AgroParisTech le 10 mai 2022 où des jeunes ont dénoncé les métiers pour lesquels ils ont été formés en appelant à refuser les jobs destructeurs. Moi, quand tu écris ça, mais c'est ma méfiance un peu naturelle pour ce genre de truc, c'est que je vois la patate arriver où les boulots derrière, les jobs destructeurs, vont se donner une image un petit peu cool derrière. J'ai vu une news récemment sur le mouvement sur TikTok des désinfluenceurs. Et vous savez, bon, il y a 1 milliard d'influenceurs partout qui vous vendent des produits de toutes les marques possibles et inimaginables. Et depuis quelques semaines, vous avez des mouvements de désinfluenceurs sur TikTok qui viennent un petit peu défoncer ces produits les uns après les autres. Et ça fait un peu flipper certaines marques, probablement à raison. Ceci étant, il y a certaines marques qui ont déjà réagi très très vite en faisant des communiqués sur regardez, nos produits sont clean, ils sont testés pas sur des animaux, ils sont écologiquement responsables, etc., etc. Et ça donne à ces marques-là des bons observables dans leur vente ces dernières semaines. Parce que ça leur a donné, parce que ces mouvements de désinfluence leur ont donné pignon sur rue par rapport à des grosses marques qui rentraient pas dans ce cadre-là. Donc quand je vois le refus des jobs destructeurs, je pense que c'est pertinent pour certains jobs, ça va les placer de côté et ça va amener potentiellement à un lissage ou une amélioration de certaines conditions de travail, probablement. Mais c'est très à la marge et je suis un peu sceptique de ça. Peut-être que je me trompe et peut-être que ces gens-là vont partir faire du streaming Twitch massivement ou je sais pas, mais en vrai, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire entre le mouvement hippie qui a donné la Silicon Valley et les démissionneurs qui appellent à la reconnexion avec la nature? Ouais, possiblement. Hyper important, ouais. Merci beaucoup, Alain Damasio.
Que pensez C'était pas très très passionnant cette interview. Encore que si elle racontait pas mal de choses, mais plus sur Damasio et sa façon d'aborder son propre imaginaire que la question même de l'imaginaire capitaliste qui se fissure, etc. En fait, j'ai l'impression que c'est la même en boucle que Damasio. Il vit dans une boucle temporelle. Vous vous souvenez de l'épisode de Stargate SG1 où ils font des golfs à travers la porte des étoiles? C'est ça. Sauf que là, c'est Damasio qui est la balle. Et qui sort les mêmes choses depuis 10 ans. Je ne sais plus qui disait ça dans le chat tout à l'heure, mais c'est vrai, c'est la même interview depuis 10 ans, quoi. Je sépare le travail de ces livres, qui, je pense, peut avoir un pouvoir sur l'imaginaire intéressant. En tout cas, ça peut impacter des gens. Son avis littéraire, pourquoi pas, son processus de création, de comment il travaille ces questions-là directement par la littérature et pour la littérature, ça d'accord. Là, c'est vrai que son avis politique, bon.